Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des maquettes qui sont très anciennes mais qui sont magnifiquement réalisées et qui en plus ont cette particularité d'avoir une échelle commune avec les Gundam les plus connus, les gammes de Gundam les plus connues chez Bandai depuis plusieurs années, c'est quand même les gammes au 1/144, une échelle qui est pas comment dirais-je trouvable dans d'autres gammes de maquettes. Il peut y avoir beaucoup d'échelles diverses et variées, mais la plupart du temps c'est, on va dire, un 20e, un 24, un 35, un 72, et éventuellement un centième. Un 200, un 400, ça peut aller loin, mais le 1/144, c'est quand même assez particulier. C'est une échelle qui correspond en fait essentiellement pour les maquettes, on va dire civiles, les maquettes classiques. C'est essentiellement autour des avions. Vous trouverez énormément d'avions en plastique au 1/144, des avions de ligne essentiellement. Assez peu au final d'avions de chasse ou d'avions modernes à réaction. Il y en a eu pendant un temps, quelques-uns, mais ça n'a pas duré longtemps, peut-être parce que par manque de détails, parce que petit. Différentes marques, que ce soit LR, Revell, je crois qu'il y avait du Dragon, je sais plus, mais en tout cas il y avait eu des essais à ces échelles-là. Mais bon, ça a pas pris. Par contre, pour Gundam, vous avez énormément de kits au 1/144. Pas autant au 1/100e, mais au 1/144, il y en a quand même un bon paquet. Et il en sort régulièrement tous les mois. Chez Macross, par contre, franchement, c'est plutôt le 1/72 et le 1/100e qui prévaut. 1/144, c'est rare. En fait, ce sont les seules maquettes ou 1/144 de Macross qui existent à ma connaissance. Il y a d'autres maquettes qui existent qui sont presque aussi petites mais qui sont au 1/170 que je vous ai déjà présenté avec notamment les Macross Factory, donc les petites usines, les petits hangars Macross que je trouvais assez amusants et qui existaient aussi bien en France en maquette japonaise qu'en maquette sous boîte Revell, Robotech donc, et voilà, donc c'était pas terrible. Ça aurait été bien que je vous retrouve ces maquettes là d'ailleurs pour faire une comparaison, mais bon, bah vous verrez la vidéo si vous voulez. Je vous mettrai un lien à la fin. Quoi qu'il en soit, par quelle maquette du coup commencer? Parce que alors le problème c'est que j'ai ces maquettes là à vous présenter, mais certaines ont commencé à être montées par moi, d'autres par d'autres personnes. J'avais mis la main sur un lot de kits avec des boîtes assez particulières, vous verrez ça, des Gearwalk notamment, de Valkyrie au 1/72, de chez Imai logiquement. Il faut que je vous montre ça. Les boîtes sont absolument magnifiques, mais bon, la plupart du temps ça avait déjà été commencé, donc bon, ça va être un peu compliqué, mais on va faire le tour des boîtes déjà. Alors, le VF1J, c'est vraiment le kit de base dans Macross, parce que c'est la première Valkyrie du héros avant qu'il n'hérite du VF1S de Roy Fokker. Vous voyez donc que c'est le numéro 29 ou 1/144 de chez Imai. À l'époque apparemment, je dis bien à l'époque parce que la maquette date de 82. C'était vendu à 700 yens. Ce qui nous fait à peu près actuellement dans les 5-6 euros. Donc, que les choses soient claires, s'il y a toutes ces illustrations de la transformation de la Valkyrie, du fighter au Battloid, et y compris une version intermédiaire entre le fighter et le Gearwalk, c'est parce qu'en fait les quatre poses, les quatre formes de la Valkyrie, et donc d'ici du VF1S, sont représentées. Là on a encore une fois le VF1S mais sous boîte jaune. Alors j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait des boîtes différentes, mais les illustrations ne se ressemblent pas nécessairement. Là vous noterez qu'il y a écrit VF1A, J et S
Pareil ici. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que bah, là c'est jaune et là c'est bleu. Et pour compléter cela, j'en ai même une bleue foncée, qui elle par contre était une réédition de Bandai pour fêter les 15 ans de Macross. Et si je me trompe pas, à l'intérieur, c'est chromé. C'est pas voilà, special coating version. Ça m'avait coûté à l'époque 169 francs. Je ne sais plus où je l'avais acheté, peut-être à Cartoonist, peut-être à Madoka, je ne sais plus. Mais donc c'était pour les 15 ans. Et donc logiquement, ça nous faisait donc du 1997. Donc voilà pour ces deux premières boîtes. Trois premières boîtes. La dernière boîte a des illustrations un peu différentes. Et j'allais dire malheureusement pas de la même qualité. Hein. Là, sincèrement, même s'il y a des petits défauts de proportion et tout, c'est beau. Là, ça l'est beaucoup moins. Nettement moins même. Donc, l'illustrateur est indiqué, mais c'est écrit en japonais, donc je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Mais bon, on va donc voir ce qu'il en est, sachant que, voyons une petite chose, 29, donc à part la couleur des boîtes, rien ne change. Ici, par contre, pour le VF1A, c'est la boîte numéro 53, c'est-à-dire que nos amis japonais avaient dû attendre un certain temps avant de voir apparaître une version uniquement VF1A de la Valkyrie, avec les 4 types de transformation. Et là, par contre, la version chromée de Bandai coûtait quand même 2 fois plus cher qu'en 82. Donc 15 ans plus tard, on est passé de 700 yens à 1500 yens. J'ai vu le temps passer, c'est tout à fait normal. Je vous propose de voir maintenant ce qu'il y a dans les boîtes. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors on va commencer par le VF1A. Donc on a vu la boîte, ce que ça donnait. Et à l'intérieur, bien évidemment, je vous l'avais dit, j'avais commencé à les monter. Alors pour la petite histoire, on va peut-être essayer de... Voilà. Pour la petite histoire, en fait, j'avais commencé à faire ces Valkyries pour une exposition pour préparer les 20 ans de Macross, un cartooniste. Et on avait fait notre possible avec les copains, mais on n'avait pas réussi à terminer grand-chose. Je vois d'ailleurs que j'y avais mis des maquettes que je cherchais désespérément. Là, c'est une version Super Deformed. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des Super Deformed, c'est les SD. C'est en fait c'est les mechas ou les personnages, mais en version avec des proportions, on va dire, plus enfantines, plus déformées. Voilà. Et là, c'est le cas pour cette Valkyrie. Il manque une aile, mais qui doit traîner quelque part. Ici, on a, comme je le disais tout à l'heure, des versions différentes de celle-ci. Alors là, c'est pas une maquette de Harry, le concurrent d'Imai, mais bel et bien une maquette que je dise pas de bêtises, de Nishimo, au 1-200. Je l'avais travaillé assez rapidement et le marron ne tient pas apparemment. Mais vous voyez, donc c'est en version Super Valkyrie avec les backpacks. Donc celle-là, j'ai dû la faire il y a un peu moins de 20 ans, 17 ans peut-être. Mais les maquettes qui nous intéressent ici, c'est celle-ci. Donc notice, pour faire comme d'habitude. Donc avec les illustrations, les différentes grappes qui représentent chacune un des modes de la Valkyrie. Maquette à l'ancienne, donc comme d'habitude, 2 pièces à relier et à coller, et donc à poncer pour obtenir quelque chose de sympa. À chaque fois, on a un socle, en tout cas pour les versions qui volent, donc le fighter a son socle, la version intermédiaire entre le fighter et le Gearwalk a son socle, il y a le Gearwalk qui a le Batroid, mais dans tous les cas, il y a un socle qui permet de les placer et qui nomme la version de la Valkyrie. Donc on le voit, ça permet de passer de tous ces modes-là et c'est quand même assez sympa. Donc moi, ce que j'avais réussi à faire, c'était la version
intermédiaire. Et ce que je trouve absolument formidable, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Ce que j'ai trouvé absolument formidable avec ces kits-là, c'est que non seulement les cockpits, malgré la petitesse de l'échelle, un 144 je le répète, sont transparents et qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a les pilotes. Est-ce qu'on va réussir à... Voilà. On va pas y arriver. Donc il y a les pilotes à l'intérieur. Et avec les décalques, ça fait quand même une sacrée différence, hein. C'est quand même assez sympa et les proportions sont bonnes. Le kit, franchement, pour un truc de 82, ça force le respect. Donc il y avait cette version-là. Il y avait le... Oups, ça commence. Il y avait le Batroid dont la tête du VF1 était pas terrible. Et qui avait quelques détails qui manquaient notamment pour les jambes, mais il est quand même articulé, hein, et il a les bonnes proportions, quoi. Il est pas ridicule par rapport à la Valkyrie ou un centième de chez Harry. Et donc je n'avais pas terminé les versions Fighter et les versions Carwalk. Plein de petites pièces. Enfin, vous l'aurez compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un niveau de détail quand même pour du 144 et pour l'époque qui est quand même assez exceptionnel. Je crois, oui, voilà. Même les ailes sont articulées. Vous voyez, avec un petit système d'engrenage tout bête au milieu. Ça permet de bouger les deux ailes en même temps et de les avoir en symétrie. Oups, je déplace un peu la source de lumière parce que sinon la caméra fait de l'ombre. Et les décalcos étaient petites, mais il y avait ce qu'il fallait. Voilà. Et donc ça, c'est les fameux socles. Comme vous voyez là, 144 Gearwalk Verfighter, Batroid. Gearwalk Fighter, ça doit être pour un autre celui-là. Ça doit être logiquement pour un autre. Donc voilà ce que ça donnait pour le VF1A. On va voir ce que ça donne avec les différentes versions que j'ai du VF1J. Alors on notera qu'à chaque fois dans les boîtes il y a toujours les petites illustrations qui vont bien et qui permettent de bien caler les pièces et les grappes dans la boîte, hein. C'est exactement identique dans les deux cas. J'observe par contre que la boîte VF1J jaune a une notice en anglais et en noir et blanc, tandis que la boîte bleue a une notice en japonais et en noir et blanc aussi, mais est-ce la même? Oui, c'est la même. Donc je sais pas, je pense que celle-là je l'ai eu sur eBay et l'autre en fait je l'ai eu très clairement en France à un moment donné, mais on a deux boîtes avec des couleurs différentes, c'est très très rigolo. Donc la notice de VF1J, à part les illustrations et les grappes, c'est la même chose. Le truc c'est que en fait ces versions là on pouvait choisir entre le VF1J, le VF1A, le VF1S, il n'y avait pas le VF1D. Et on pouvait donc du coup changer la tête pour tous les modes, y compris le Battloid, donc je vais pas revenir là-dessus. Et on voit ici qu'ils insistent donc forcément sur le VF1J, y compris une petite vue du dos pour montrer un petit peu ce que ça donne de l'autre côté quand même. Et toujours cette même idée de montrer l'évolution d'un mode à un autre. Donc la même chose pour le noir et blanc, on va pas revenir là-dessus. Profiter pour montrer les grappes. Donc vous voyez, vous qui êtes habitué maintenant à des maquettes modernes, notamment chez Bandai, c'était fait d'un seul tenant et surtout d'une seule couleur. Et il n'y a pas énormément de détails par rapport à du Hasegawa, c'est évident, mais c'est du 144, je le répète. Et il y avait donc les différentes têtes
à disposition. Et les cockpits transparents, puisque on a besoin de tout ça pour le Gearwalk, la version entre le Gearwalk et le Fighter. Donc tout ça, c'est sympa. D'ailleurs, profitons-en pour montrer un peu la taille du pilote par rapport à mon doigt. Hein. Voilà, vous voyez, c'est à peine plus grand qu'une rognure d'ongle. Et tout ça, franchement, encore une fois, pour l'époque, ça force le respect. Et c'était pas si mal que ça. Et puis c'est la qualité Imai. Hein, donc, voilà. Alors ce sachet-là n'est pas ouvert, mais bon, vous voyez qu'il y a les planches de décalco qui sont ici pour chacun des modes. À chaque fois, plusieurs crânes. J'imagine que c'est peut-être pour l'empennage arrière et ici pour le cockpit quand il est en battloïd. Je sais plus du tout si ça correspond à la taille des pièces, mais on va faire quand même un peu confiance à Imai, contrairement à Ri. Et là, vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de détails sur cette pièce-là de jambes. Et c'est antique hein, comme maquette, donc forcément respect. Et pour la version que j'ai achetée sur eBay, bon là, la personne qui l'avait fait avait fait ce qu'elle pouvait, un petit peu peut-être l'ancêtre du No Paint. Les canons de la tête du V-Fingi n'ont pas tenu, mais il a gardé le blanc des pièces plastiques et du rouge et du noir. Pour le reste, c'est fait sans grand talent, mais c'est fait. Voilà. Et on pourrait se demander, mais pourquoi acheter du loose, pourquoi acheter ça comme ça? Parce que tout simplement, les boîtes neuves, c'est bon pour les collectionneurs, surtout pour des trucs de cet âge-là, et qu'il est plus facile de trouver des prix intéressants auprès de gens qui savent qu'ils vendent des maquettes déjà faites et j'allais dire ratées. Parce que là, vous allez le voir. Par exemple, le cockpit, on voit même plus ce qu'il y a dedans, parce que la verrière a été enfumée par la colle. Voilà. Ça l'a opacifié. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que, encore une fois, vous voyez, c'est tout petit, mais les proportions de la Valkyrie sont là. Alors ça va pas être évident pour moi de récupérer ce genre de truc, d'autant que des décalcos à cette échelle-là pour Macross, ça court pas les rues. Mais il y a la solution de mon ami canadien J-Bot Decals, qui a peut-être la possibilité de faire ce genre de choses. Et puis de toute façon maintenant on a des décalcos en veux-tu en voilà et à foison sur le net, parfois par nos amis chinois. Et si je me rappelle bien, j'ai aussi pas mal de planches de décalco, pas seulement au 1.72 mais aussi au 1.144 qui iront bien. D'autant qu'à part le logo de Macross, il n'y a pas grand chose à rajouter sur ces trucs là. Hein, on le voit d'ailleurs, si je le voulais, je pourrais récupérer ce qui est resté sur ces décalcos. Donc voilà, inutile de trop développé autour de ce V-Fingi à boîte bleue. Et voyons maintenant ce que ça donne avec l'autre V-Fingi à boîte bleue, mais Bandai. Donc comme vous voyez, c'est presque la même chose. Presque la même chose. Si ce n'est que là, ce qui est écrit là n'apparaît pas sur la version Bandai. Que le logo Big West arrive ici, que là il y a écrit 15 ans de Macross, 15e anniversaire de Macross, et Special Coating Version, Bandai ici, mais sinon c'est la même illustration, pratiquement la même boîte. Et là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose avec cette lumière, mais vous voyez donc c'est des versions chromées, que j'avais pris exprès pour n'avoir qu'à monter les pièces. Le problème, c'est qu'avec des maquettes de cet âge-là,
pour mettre correctement les pièces chromées, il faut gratter et enlever le chrome qui est sur la pièce pour pouvoir la coller. Et la mauvaise surprise pour moi, ça a été que Bandai avait accompagné ça d'autocollants et non pas de décalco. Donc j'ai monté ce que j'ai pu et puis après j'ai vite abandonné parce que ça devenait impossible à faire. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à sauver les canons du VF1S. Et pour autant le chrome n'a pas franchement survécu à la colle ici et là. Ça reste quand même franchement visible, et comme il n'est pas possible de limer ou de poncer correctement, et qu'il n'est pas possible de repeindre en chrome dessus, en tout cas à mon niveau, vous comprenez que ça a été une aventure de courte durée. Ce que je note surtout, c'est que par contre les pièces transparentes étaient déjà un peu opaques, mais surtout étaient vraiment transparentes et pas fumées comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure du VF1A par exemple. Et vous voyez, c'était donc le début de la fin avec Bandai, des autocollants, y compris pour le logo Macross, au lieu d'avoir des décalcos. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces kits de Macross au 144. C'est, comment dirais-je, une collection que j'affectionne particulièrement parce que je trouve quand même que c'est de la qualité, hein. C'est pas donné tous les jours de voir des vieilles maquettes comme ça de cette qualité. Et donc je tenais à vous les présenter. Un jour, de toute façon, j'aurai certainement la possibilité, j'espère, de les terminer et d'en prendre soin. J'ai maintenant de toute façon les connaissances et l'assurance nécessaire pour mettre ce genre de projet à bien. C'était pas forcément le cas il y a même 20 ans. Il faut bien comprendre que quand on sait pas trop où on va, que les pièces cassent, que il y a des trucs qui se perdent ou quoi, c'est pas toujours la joie de s'y mettre. Et puis à l'époque, j'étais quand même franchement occupé, j'avais quand même autre chose à faire qu'à passer mes journées ou mes semaines à faire des kits. Mais maintenant, je sais comment m'y prendre, je sais comment m'y prendre plus rapidement, plus efficacement, et ça prouve que c'est tout simplement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Donc, comme vous voyez, il y a toujours eu des débuts. Comme vous voyez, il y a toujours des choses qui restent un peu en plan. Et c'est normal, faut pas avoir peur de ça. C'est pas un échec, ça veut simplement dire que quand vous faites des maquettes, en tout cas moi c'est mon cas. Moi je le fais pour le plaisir, pour me détendre et pas pour me prendre la tête. Voilà, donc si quelque chose commence à me prendre la tête, je mets de côté, je passe à autre chose et je le reprendrai plus tard, fût-ce des années plus tard. Voilà, écoutez, je pensais faire beaucoup plus court que ça, mais mine de rien, il y a quand même 4 boîtes de maquettes, avec 4 maquettes chacune, donc si je sais encore compter, ça fait quand même 16. Vous avez vu un petit peu ce que ça donnait, avec ces maquettes Imai et cette maquette Bandai. Donc des Valkyrie 144 de bonne facture de 1982, ça existe, vous en avez désormais la preuve. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez ces maquettes, si vous les trouvez sympas. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.